Salut à tous, heureux de vous retrouver pour votre émission 100% Olympique Lyonnais, 0% Langue de Bois. Il est présent chaque lundi, notre consultant de choc, Nicolas Putebois. Salut Nico. Salut Razik, salut à tous. Gardien choc, parce que consultant, mais aussi gardien choc, parce qu'on a vu des images circuler sur les réseaux sociaux. Monsieur Putebois a repris du service avec le maillot de l'Olympique Lyonnais. Exact, oui, j'ai cette chance-là, peut-être parce que les autres ne voulaient pas venir. Mais en tout cas, on a gagné un derby hier contre Saint-Étienne, 1-0, ça suffit. Un derby, ça se joue pas, ça se gagne. Donc c'était pour les 100 ans du club de Modane, c'est ça? L'US Modane, exactement. Voilà, parce qu'il faut quand même saluer l'US Modane, le club amateur, mais qui fait beaucoup pour le... Voilà, qui ouais, exact. s'investit beaucoup pour les jeunes. S'investit beaucoup pour les jeunes, ils ont fêté leur centenaire, donc ils ont demandé la présence de... glorieux footballeur, donc il y avait Saint-Étienne. Alors je suis désolé, je vous aime bien, tous d'ailleurs, il y a beaucoup sur la photo, je connais beaucoup de joueurs, on va la passer cette photo, je connais beaucoup de joueurs justement qui sont présents sur cette photo, c'était un peu l'équipe 3, 4, 5, à part Anto, je suis désolé là, mais... Justement, il faut tirer un grand coup de chapeau à Anto Réveillère, parce que il passe beaucoup de son temps à solliciter les uns et les autres. Apparemment, il y en a qui ont mieux à faire de leur dimanche que de venir retrouver les copains. Mais en tout cas, ceux qui étaient présents, on a pris beaucoup de plaisir à se retrouver et à partager ce moment-là. Coup de chapeau à Anto qui, en plus d'organiser ça, fait les déplacements et est présent. Donc voilà, c'est ça, ouais, légende. C'est ça, l'OL Légende. Notre invité ce lundi, Tankara Diegon, #TKYDG, c'est Raled Karouri de l'agence STO. C'est ça. Salut Razik, salut Nico. Alors avec humour, tu me disais tout à l'heure, salade tomate oignon, mais c'est pas ça. Hein. Si, c'est vraiment ça. Si, c'est vraiment ça. STO, c'est pour salade tomate oignon, c'est pas une blague. Hein. Si, si. Ah si. T'es un gourmand comme nous, quoi. Bah, ça se voit. Alors justement, qu'est-ce que c'est cette agence? Donc c'est une agence de communication pour les footballeurs. Donc voilà, on va s'occuper pour eux de tout ce qui est l'accompagnement dans la gestion de réseaux sociaux, dans leurs relations avec les médias, faire du média training, leur proposer du contenu vidéo, photo, montage, voilà un peu tout ce qu'on fait. Ancien journaliste. Ouais, c'est ça, pendant 7 ans et demi. À 16 heures perdues. Ouais. Et justement, tu as décidé avec un collègue de monter ta propre agence. C'est ça, on était ras-le-bol du journalisme, ras-le-bol d'attendre justement de longues heures les footballeurs. Pas ras-le-bol du journalisme, non, pas du tout. Au contraire, le journalisme, j'aimais bien, c'était plutôt ras-le-bol dans ma vie professionnelle. Bref. Et du coup, voilà, on a eu cette idée, puis on s'est dit, on va se lancer. On s'est lancé, puis depuis, ça fait 2 ans maintenant. Et voilà, on a 10-11 joueurs sous contrat avec nous, donc c'est pas mal. Dont 2 Lyonnais. 3 même. 3 Lyonnais, donc Lucas Touzard, Olivier Kemen et Héritier de Yonge, la nouvelle recrue de l'OL. La nouvelle recrue. Justement, TKYDG, émission interactive. Vous êtes nombreux à nous poser des questions. Et il y a un supporter qui s'appelle Faridou qui nous a dit « Ne craint-il pas qu'à force d'entourer les joueurs et de chapeauter leur communication, ils en viennent à perdre toute spontanéité, que rien ne paraisse authentique ?» Non, voilà, c'est un peu la question de Faridou, justement. Je comprends, c'est très intéressant comme question, faut lui dire. Non, en fait, l'idée, c'est vraiment pas de chapeauter et de tout court-circuiter. Nous, c'est vraiment l'objectif contraire, c'est de les aider, c'est d'être un appui, mais au final, c'est les joueurs qui postent, c'est quand même eux qui choisissent les textes, par exemple sur les réseaux sociaux. Nous, on est vraiment une activité de conseil, on va leur dire ce qu'il faut éviter, mais après, ça reste la patte du joueur, ça reste la marque du joueur, on n'est pas là pour travestir sa personnalité ou autre. Donc, on essaie de faire vraiment, vraiment très attention à ça et de respecter les personnalités de chacun. Alors c'est intéressant par rapport souvent aux remarques de Nico, où tu reproches de temps en temps à certains joueurs d'en faire trop sur les réseaux sociaux. Il faut trouver le juste milieu. Il faut trouver le juste milieu. C'est vrai qu'aujourd'hui, ils sont beaucoup dans la communication, dans la petite phrase et plus dans la communication que dans les actes, en fait. La parole, plus dans la parole que dans les actes. Mais en fait, je m'aperçois que le football et le métier de footballeur a vraiment changé. Ils font pas le métier que moi en fin de compte. Ils font pas le même métier que moi parce qu'aujourd'hui il y a les réseaux sociaux, il y a vraiment la communication. Ça fait partie intégrante de leur métier. On voit avec l'agence de Raled, on voit avec l'agence de Mathias la semaine dernière, le designer, l'infographiste, et on se rend compte qu'il y a tout un tas de métiers qui viennent se rajouter au métier de footballeur, qui font partie de leur... en fait, moi je pensais au foot et rien qu'au foot. Où là, eux, en plus de penser au foot, ils doivent penser à tout un tas de métiers annexes pour gérer leur image, pour gérer leur carrière. Et c'est vrai que je pense que ça prend beaucoup de temps, peut-être un peu d'influx nerveux, mais en tout cas, ça doit être intéressant et j'espère que c'est enrichissant pour eux. Comme vous le savez, période estivale. C'est le Mercato Show, et en plus on a un ancien journaliste quand même de foot Mercato, pour pas le citer. Et donc forcément, il y a plein de questions relatives justement au Mercato. C'est lui le meilleur. Parce que c'est vrai que Nico, il est perdu. On va essayer. Raled, ici on joue carte sur table. En fait, Nico est un peu perdu, un peu vieux jeu, et il connaît pas la jeune génération. En fait, il suit le football, mais un peu de loin. En fait, il y a que l'OL pour lui. C'est l'OL, les autres équipes ou les autres championnats, il ne suit pas. Un seul olympique, Razik. Un seul olympique. Avant de commencer, on va parler de Jean-Lucas, forcément, Jean-Lucas le Brésilien. Mais avant de parler de Jean-Lucas, on a un tweet justement concernant
Philippe et Luis, on en a parlé la semaine dernière. Et on a donc Michel ou Mickaël le réparateur. Sacré pseudo hein, sur Twitter. C'est Michel. Michel le réparateur. C'est pas toi qui as conseillé. Non. Donc Michel qui nous dit « Avons-nous de réelles chances de faire venir Philippe et Luis à l'OL ?» Effectivement, c'est compliqué parce qu'il privilégie plutôt de prolonger à l'Atlético Madrid. Alors, je vais pas faire celui qui a des infos, j'en ai pas du tout. Hein, donc là, c'est vraiment mon avis personnel. Pour moi, c'est tout à fait possible. Il a le souhait de prolonger à l'Atlético dans un premier temps, ce qui est normal. C'est le club qui l'a révélé, c'est le club avec lequel il est là depuis un petit moment et dans lequel il se sent bien. Pour autant, le mercato, on sait que c'est toujours une question d'opportunité. À partir du moment où l'Atlético, pour l'instant, traîne des pieds pour lui faire signer une prolongation. Si l'OL vient avec une offre intéressante, je vois pas pourquoi il la refuserait particulièrement. Faut laisser le temps au temps, mais c'est possible. Allez, place à Jean-Lucas, 21 ans, brésilien, milieu relayeur, qui est arrivé à Lyon. Nous sommes lundi, il est arrivé dimanche à l'aéroport Saint-Exupéry. Visite médicale ce lundi et il devrait être présenté aux médias ce mardi. Jean-Lucas, justement, indemnité de transfert d'environ 8 millions d'euros. Est-ce que c'est une somme qui te paraît plutôt cohérente par rapport à ce poste-là, ce profil, il vient du Brésil ? Ouais, ça me paraît raisonnable pour un jeune joueur qui n'a pas fait ses preuves, qui doit encore progresser, un futur espoir. Je pense que c'est les prix du marché actuel. On ne le connaît pas trop, il joue à Flamengo, c'est tout ce que je sais un peu de lui, 21 ans. C'est ce que dit Mickaël Bouvard justement, et je te laisse poursuivre. Il dit dur à dire car on ne le connaît pas finalement. Ouais, joueur, après c'est la filière brésilienne qu'on attendait de la part de Juninho et de Silvinho. On savait qu'ils allaient, enfin j'espérais en tout cas moi qu'ils nous fassent bénéficier de leur filière et de leur expérience sur de jeunes espoirs. Surpayer les joueurs, on l'a déjà fait par le passé avec la filière lilloise. Je pense que là, on peut leur faire confiance. Silvinho allait s'occuper de l'équipe espoir, l'équipe olympique au Brésil. Donc c'est peut-être un des joueurs c'était peut-être un de ses protégés. Et donc du coup, j'espère que l'OL va bénéficier de ses arguments sportifs et footballistiques. Avant de recueillir l'avis de Ralek Karouri, notre invité agence STO, on a Nicolas qui nous dit très bonne idée, c'est un choix du duo brésilien qui connaît très bien le football brésilien. Beaucoup de joueurs parlent portugais et donc facilite son adaptation. Ils semblent être le successeur idéal de Tanguy Ndombele. De toute façon, on sait très bien qu'à l'OL, les Brésiliens, on sait les accueillir. Donc, par rapport à tout ce qui est langue, culture, tout ça, je pense que ce ne sera pas un problème. On va très bien se débrouiller. J'ai regardé un peu 2-3 vidéos de lui, voir un peu ce qu'il était capable de faire. C'est vrai que c'est un joueur qui est assez impressionnant, qui est très fin techniquement, qui se retourne rapidement, capable de jouer court, jeu long, transversal. Il n'a pas encore marqué de but dans le championnat brésilien, mais il a une bonne frappe de balle, il se crée des occasions, il s'insère bien dans les actions. De ce que j'ai vu, ça a l'air prometteur. Après, faut. Why not ? Pourquoi à tester ? Bah oui. À tester, pas de finalement de risque. Donc on voit la pas somme. Très cher, 8 millions d'euros. Voilà, c'est logique pour un jeune joueur comme ça. Il n'y a pas de surprise. Alors, plus que ça. Tu parlais de la filière lilloise. Thiago Mendes, faut-il absolument le recruter ? Visiblement, pour l'instant, il n'y a pas véritablement d'offre de la part de l'Olympique Lyonnais pour ce joueur, en tout cas, à l'instant T, à l'heure où on parle. Quel est ton regard, toi, par rapport à Thiago Mendes ? Est-ce que tu penses que c'est un profil intéressant, pertinent pour les ambitions de cet Olympique Lyonnais version Silvinho, Juninho ? Si on suit en tout cas la logique de Juninho, ce qu'il a déclaré en conférence de presse, donc il cherche une sentinelle technique qui est capable de faire jouer les autres. Thiago Mendes, c'est un profil qui peut correspondre. Après de là à dire est-ce qu'il faut le recruter à tout prix, ça je sais pas, hein. Je suis pas décideur, il y a sûrement d'autres joueurs aussi disponibles, on parle d'Ismaël Benasser aussi qui joue à Empoli, mais en tout cas dans l'idée c'est ce profil de joueur technique qui est capable de distribuer le ballon, de faire jouer ses coéquipiers, pourquoi pas. Alors comme tu as le ballon, tu vas le garder. On a Val69 qui nous dit toujours #TKYDG. Demandez-lui, donc à Raled, si pour lui les likes de Thiago Mendes et de sa femme, voire même les réponses aux commentaires qui lui demandent de venir à l'OL, sont des signes de prochaine signature. Mais cette question finalement est intéressante, elle fait sourire, elle prête à sourire, mais quelque part elle est pertinente et intéressante dans le sens où est-ce que tu penses qu'il y a des joueurs qui orchestrent un peu leur communication lors d'une période comme ça de mercato? C'est évident que c'est pas un hasard à un moment donné quand c'est systématique. Une fois ça peut arriver. Par exemple, un Nico Putois, il va mettre j'aime, il a bu, on le sait, il aime bien boire, il aime la boisson. Sur des photos pas très appropriées, il peut mettre des likes, on le sait. Mais là, dans ce cas-là où c'est systématique, où il y a carrément des réponses, où il y a aussi la femme du joueur qui s'y met, à un moment donné, c'est pas anodin. De là à dire que ça annonce une signature imminente, je pense pas. A priori, l'OL n'a pas encore fait d'offre. Mais ça n'appelle du pied. On va dire que c'est un appel du pied. Le joueur semble en tout cas intéressé.
L'OL, a priori, est intéressé. Maintenant, il faut que ça se manifeste un peu plus concrètement, quoi. Nico, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que tu Ouais, penses que c'est le pas joueur est anodin. là? C'est pas anodin. Ouais, Hein. c'est pas Tu connais, anodin. voilà, tu connais le milieu du foot, Ah, c'est pas même anodin. si t'es un peu, pas âgé, mais t'es un ancien, entre Moi, j'ai guillemets. pas vécu cette ère des réseaux sociaux, Des réseaux et sociaux. de la surcommunication, mais là, c'est pas anodin. Très franchement, voilà, il veut faire passer un message. C'est de forts appels du pied de monsieur et madame. Ça fait partie du jeu aujourd'hui pour faire pencher la balance d'un côté ou d'un autre. Donc voilà, il met tous les atouts de son côté, à mon avis, entre son agent et sa communication, pour déjà se faire apprécier du public lyonnais, ce qui est déjà un bon atout et je pense une bonne façon de penser. Si on a le public dans la poche, c'est encore plus facile pour se faire intégrer. Donc non, en plus, son profil correspond bien. Il serait complémentaire à Lucas Touzard par rapport à ce qu'avait dit Juninho. Donc voilà, c'est le profil technique recherché en complément de Lucas qui est un peu plus besogneux. Donc je pense que ce serait une bonne chose. Voilà, je pense qu'il joue bien le coup, Thiago Mendes. Ils sont malins, ces Brésiliens. Ils sont malins, ces Brésiliens. On a Alexandre qui nous dit, Alexandre Muller, c'est un joueur qui connaît la Ligue 1 et qui a un profil qui correspondait aux souhaits de nos Brésiliens. De plus, si l'opération devait se faire à 25 millions, ce serait à un prix raisonnable pour un joueur jeune et qui a encore une marge de progression. Donc pour toutes ces raisons, je dis oui. 25 millions? C'est un peu... C'est triste à dire, mais aujourd'hui, 25 millions, c'est un prix raisonnable, effectivement. Donc, oui, Ouais. 25 millions, c'est le prix du marché. Ça me semble pas farfelu. Non, oui, vraiment, pourquoi pas Thiago Mendes, hein. Je trouve que c'est un peu cher, moi, Ah. peut-être. Mais voilà, après, il a fait une bonne saison avec Lille. Ils finissent sur le podium. Deuxième avec la Ligue des Champions tout de suite. Donc, ouais. Voilà, je trouve que c'est un peu élevé, mais après, en effet, ce marché est complètement dérégulé par les Anglais et les grands clubs qui ont de l'argent. Donc, voilà, on en bénéficie quand on vend nos joueurs. Donc, voilà, on est tributaire de ce prix du marché quand on achète. Toi, t'es pas vraiment surpris, tu as côtoyé ces milieux en tant que journaliste, tu as échangé avec beaucoup d'agents, donc voilà, tu as fait pas mal d'articles, de brefs sur le mercato. Ces prix-là, ouais, ça te choque pas du tout, et pour toi, tu estimes que par rapport aux joueurs, au profil, comment tu te dis? Non, mais c'est intéressant justement de voir, toi, en tant qu'ancien journaliste. pas lui qui paye, ça va. Non, Voilà, c'est ça. exactement, mais en tant qu'ancien journaliste, justement, par rapport aux discussions, parce qu'il sait très bien comment ça marche. Certains clubs qui vont faire monter les enchères, certains agents, via justement les médias. C'est pour ça que j'en parle avec Khaled Bien par sûr. rapport à Foot Mercato. On sait très bien qu'aujourd'hui, tu fais une brève dans un média, ça peut changer la Bien donne. sûr, bien Voilà, sûr. donc est-ce que tu peux nous raconter un peu cet envers du décor et, voilà, et me dire encore une fois, est-ce que tu n'es pas si surpris que ça par rapport à ce prix-là affiché? Non, je suis pas surpris parce que comme je disais, voilà, c'est les prix aujourd'hui et les prix sont totalement dérégulés désormais, donc faut l'admettre, faut faire avec, faut vivre avec. Maintenant, moi, 25 millions, ça me choque pas. Et puis, comme vous le dites, voilà, aujourd'hui, un agent peut très bien venir gratter une C'est petite ça, info, une intéressant. petite brève, peut-être même faire monter la sauce alors qu'il n'y a même pas vraiment d'intérêt concret Exactement. et faire croire que c'est le cas. Par exemple, aujourd'hui, dans la presse italienne, on parlait d'un accord presque en vue pour Ismaël Benasser avec l'OL, alors qu'a priori, il n'y a En pas poli- d'offre du ouais. tout. Pas d'offre du tout, apparemment. Enfin, ouais, a priori, voilà, c'est ce qui se visiblement, dit. ouais. Donc voilà, c'est assez compliqué, mais ouais, comme vous le dites, forcément, plus intéressant. on va faire monter un peu la sauce dans les médias, plus on va faire croire que les choses peuvent se concrétiser, plus on peut aussi faire jouer les intérêts d'autres clubs, faire en sorte que d'autres clubs viennent se greffer et se manifestent plus rapidement. Donc ouais, c'est un petit cirque, on va Comme il y a dire. prescription, est-ce que tu as déjà, toi par exemple, est-ce que tu as déjà rédigé un article, une brève, et tu as vu justement la valeur marchande d'un joueur complètement changé, un club se renchérir par rapport à un de tes articles, une brève ou de ton média? Alors non, j'ai pas vu ça. Par contre, j'ai vu des choses un peu plus moches, comme des gens qui clairement te disent j'aimerais que tu sortes une info, elle est fausse, mais c'est pour faire monter la sauce. Moi, dans ce cas, j'ai toujours dit non parce que voilà, j'ai pas envie de me décrédibiliser Bien sûr. moi non plus en tant que Ouais, journaliste. tu as une éthique, bien sûr. Mais malheureusement, ouais, ça existe. Ça Ou des existe. gens qui te proposent aussi carrément de l'argent contre une info, enfin ce genre de choses. J'ai toujours refusé parce que voilà, j'espère avoir une éthique. Hein, mes parents m'ont bien élevé, donc voilà. Mais ça existe malheureusement. Ouais. Ça a toujours existé. Même moi, il y a 20 ans en arrière, quand pour signer mon premier contrat pro, ça existait de faire monter les enchères, de faire monter la sauce, de faire croire que tel joueur ou tel joueur est sollicité par des clubs étrangers ou même par des clubs français pour essayer d'accélérer le dossier ou essayer de trouver une porte de sortie. Ça fait partie du jeu des agents, du jeu des clubs. Les clubs font aussi passer des infos pour soit faire sortir un joueur du groupe ou pour essayer de le vendre un peu plus cher ou ainsi de suite. Donc ça fait partie du poker menteur du mercato footballistique.
Très bien. On va parler des jeunes. Et justement, en plus, Khaled aussi, tu as un spécialiste des jeunes. C'est vrai. Parce qu'à l'époque, moi, j'ai vu des tweets notamment, et c'est vrai, c'était très juste. Des gens qui disaient que tu faisais pas mal de portraits, des découvertes, à la découverte de, etc. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que tu as un lien avec certains jeunes, notamment au sein de ton agence. On a Good Bois qui nous dit, en général... Bon nom. Nico Pulbois valide. Nico Pulbois est valide. Mais il est incroyable, cet ancien gardien. En général, les joueurs prêtés de l'OL n'ont pas souvent intégré l'équipe A en revenant. C'est surtout pour eux une porte de sortie. Parce que la question, effectivement, qu'on a posée à nos tweetos, à nos téléspectateurs, faut-il prêter ces jeunes joueurs ou faut-il leur donner une chance avec l'équipe première lorsqu'on voit l'ambition, encore une fois, du duo Silvinho-Junio? Cacré notamment, il y a Soleil, il y a plein de joueurs comme ça. Qu'est-ce qu'il faut faire avec ces jeunes? Il y a deux choses. C'est clair qu'aujourd'hui, jusque-là, quand l'OL prêtait des joueurs, c'est que clairement, ils ne comptaient pas sur eux. Il y a des jeunes avec qui j'avais parlé qui me disaient que même le staff était honnête avec eux. Il leur disait, si on va te prêter à ce moment-là, c'est que malheureusement, tu ne rentres pas vraiment dans les plans et c'est plus pour toi pour que tu puisses jouer et ensuite te relancer quelque part ailleurs. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, si l'OL veut redevenir le grand club qu'il était et visiblement veut recruter un certain nombre de joueurs, forcément, ça va bloquer aussi les meilleures ventes de certains jeunes. Donc dans tous les cas, même pour eux, je pense qu'il est essentiel de se faire prêter à un moment donné parce qu'il faut aller s'aguerrir. Faire de la Nationale 2, c'est bien, il faut en faire une année, mais au bout d'un moment, faut pas entre guillemets pourrir là-dedans parce que sinon tu progresses plus. Donc, Surtout quand tu joues le maintien. Surtout quand tu veux le maintien, exactement. Moi, par exemple, on travaille aussi par exemple, dans notre agence avec un joueur comme Gédéon Kaloulou qui a été prêté à Bourg-en-Bresse la saison dernière. Voilà, ça lui a permis d'évoluer en national, donc de gagner encore un échelon par rapport à la nationale 2, de faire ses matchs, d'être titulaire, d'évoluer. Donc non, je pense que dans ce cadre-là, non, faut pas hésiter. Après, si l'OL compte pas sur eux, malheureusement, il n'y a pas de... Mais on revient un peu à la même période où moi j'étais dans le groupe pro en fait, où à cette époque-là il y avait tellement de très bons joueurs et l'OL avait les moyens financiers d'en acheter des bons qu'on faisait un peu moins confiance à la formation. Je pense que l'époque Rémi Garde et même Bruno Genesio est révolue, c'est-à-dire de servir et de s'appuyer sur les joueurs du centre de formation. Je pense que c'est révolu parce que le stade a pris son envol, l'aspect économique est important à l'OL et le club est plutôt bien armé de ce côté-là. Donc il y a plus de chances de voir arriver des jeunes pépites comme le Brésilien que de sortir des jeunes du centre de formation, malheureusement, même si ça reste l'ADN et la marque de fabrique de l'OL que de bien former ces joueurs. Mais c'est vrai que pour Cacré, pour Gouiri, c'est vrai que plus ça va aller et plus ça va être bouché pour eux pour pouvoir jouer avec l'équipe première. Ouais. On a aussi le troisième gardien suisse, Ratchopi, qui, donc son agent, va rencontrer justement Jean-Michel Aulas. Son agent qui est lyonnais en plus, va rencontrer justement Jean-Michel Aulas pour effectivement discuter d'un éventuel prêt. Pareil, toi en tant qu'ancien gardien, tu as connu ça, tu dis à ce jeune Suisse, qui en plus visiblement a du talent, qui est plutôt doué, d'aller plutôt s'aguerrir à l'extérieur, justement, d'aller dans un club, je sais pas, peut-être de Ligue 2, je sais pas, je dis Ligue 2, mais ça peut être un autre niveau, pour justement, encore une fois, avoir du temps de jeu. Non, mais c'est sûr que son avenir, avec l'arrivée de Tatarusanu, en tant que doublure à l'OL, j'ai pris votre place, Razik. J'ai bien vu que vous étiez sur des sur des œufs. C'est bon, Tatarusanu. C'est sûr que son avenir il est un peu bouché en tant que doublure d'Anto Lopez. Oui, je pense que s'il veut un jour ou l'autre être titulaire dans un club de Ligue 1, il faut qu'il aille jouer, il faut qu'il aille faire ses armes. Jouer en CFA, c'est bien, mais ça suffit pas. Pour grandir, ça suffit pas pour acquérir de l'expérience, pour emmagasiner du temps de jeu et des repères à ce niveau-là. Donc oui, je pense que c'est une bonne solution pour lui. Il ne faut pas qu'il se perde par contre, parce qu'il y en a certains qui sont partis de l'OL et qui se sont aperçus que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs et qu'ils ont privilégié d'autres choix sportifs. Ils préféraient être doublure à l'OL que d'être titulaire dans d'autres clubs. Mais parce qu'on est dans un cocon, mais c'est vrai que... Mais le concernant par exemple, parce qu'il est préférable d'être numéro 3 à l'Olympique Lyonnais. Non, aujourd'hui, aujourd'hui à son âge, je le conseille, il vaut mieux être titulaire en Ligue 2. Après, moi j'ai eu la chance quand j'étais à l'OL qu'il y ait pas mal de blessures. Souvent, c'est le malheur des uns qui fait le bonheur des autres. Greg s'est blessé, Rémi Vercoute s'est blessé, ce qui m'a permis de faire des matchs de Ligue des Champions. C'est sûr que 1 ou 2 matchs de Ligue des Champions, ça remplace largement une saison de Ligue 2. On est bien d'accord là-dessus. À part que lui, aujourd'hui, avec les 2 gardiens qu'il a devant lui, il faut vraiment de gros concours de circonstances pour qu'il puisse jouer ces fameux matchs de Ligue des Champions. Donc autant aller s'aguerrir en faisant une saison complète de Ligue 2, parce qu'il a besoin d'acquérir de l'expérience et du temps de jeu.
Question pour Alette, toujours sur les jeunes. C'est Steven R qui nous dit, penses-tu qu'on peut... Tout le monde te tutoie. Hein. On peut me tutoyer. À la bonne franquette. À la cool. Ouais, c'est la simplicité. C'est le ça, football, c'est c'est le les jeunes. Ben oui. Hein, c'est pas le café du commerce, mais presque. Penses-tu qu'on peut à nouveau intégrer des jeunes à l'équipe 1, justement, donc par rapport aux jeunes qui ont été cités? Est-ce que tu vois des jeunes qui sont capacités, qui ont le niveau pour intégrer l'équipe 1? Quand on voit le 11 type, plus recrues attendues, il en reste plus beaucoup et Genesio n'a pas réussi sur ce côté-là. Peu ont eu du temps de jeu et aujourd'hui pas mal s'en vont. Konya, Pereira, Ouizu. Compliqué, je pense, d'imaginer un joueur là être dans le 11 titulaire de l'année prochaine. Je pense que ça déjà c'est une hypothèse qu'on peut écarter. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas négliger les joueurs comme Oumar Soleh, comme Amin Gouiri. Voire Maxence Cacré, ça dépend de ce que l'OL veut faire avec lui. Mais je pense que ces trois-là peuvent intégrer une rotation. Amin Gouiri, il peut être deuxième attaquant derrière Moussa Dembélé. Il l'a affirmé d'ailleurs. Il l'a affirmé publiquement en disant j'ai envie d'avoir ma chance à l'Olympique Lyonnais. C'est ce que lui bon, veut. après, effectivement, on peut l'infirmer, Voilà. mais entre les paroles et la réalité, moi j'affirme que toutes les semaines, j'ai envie de perdre du poids et c'est compliqué. Et Nico Pulbo aussi. Du coup, on est deux. On est deux. Voilà, donc c'est compliqué. Non, mais On peut l'affirmer, mais après le faire entre la réalité, le quotidien. C'est déjà bien de le dire. Et puis Bien sûr. c'est aussi une manière de mettre la pression sur le club, de dire coucou, moi je suis là et moi je veux jouer. Donc soit vous me faites jouer, soit au bout d'un moment je vais aussi peut-être aller voir ailleurs. Mais voilà, lui ou Marcelet, je pense qu'on pourra les voir dans une rotation. Après, pour les autres, ça me semble un peu plus difficile malheureusement. Après, je pense que le meilleur exemple par rapport à ça, c'est Florent Balmont, avec qui j'étais. On a fait beaucoup de matchs de CFR ensemble. Il était barré au milieu de terrain, parce qu'il y avait Essien, Diarra, Juninho, et ainsi de suite. Donc c'était très très dur de jouer. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il est dans les 20 joueurs ayant fait le plus de matchs de Ligue 1, alors qu'il a commencé un peu tard la Ligue 1, puisqu'il a fait beaucoup de matchs de CFA à l'OL. Donc voilà, quand on est barré dans un club et qu'on a des qualités, bah voilà, il faut aller acquérir du temps de jeu, aller montrer à la France du foot qu'on est capable de jouer au plus haut niveau et de gagner sa place par le terrain. Mais quitte à dégoûter, entre guillemets, certains jeunes, Le problème, on pense c'est par que- exemple à Hamza Rafia qui a annoncé, je crois, à la Juve ou je sais pas quoi, il y a des sollicitations, un jeune comme ça par exemple, il se dit, bah finalement, j'ai été formé à l'Olympique Lyonnais, mais j'aurais jamais eu ma chance avec l'équipe première. Bah ça, c'est faire preuve de lucidité, peut-être, de sa part. Après, à part que du coup, là, il part à la Juventus de Turin, donc s'il est capable d'aller être... Je sais pas s'il part, hein, Non, attention. mais si jamais il est capable d'aller trouver une place de... Enfin, il sera peut-être pas titulaire, mais d'aller dans un grand club comme la Juve, il pourrait avoir l'espoir, ou en tout cas l'ambition de s'imposer à l'OL. Ça, après, c'est à son clan de bien y réfléchir. Mais, Il y a des discussions avec lui dans tes petites infos, non? ouais, je sais que ça discute et que c'est plutôt bien parti pour aller à la Juve. Après, voilà, lui, Amin Gouiri, il y a des discussions, ça c'est vrai. Les informations après- plus de bois. Écoute, on discute avec les anciens, il y a des bruits de couloir, bref. Autour d'une bonne bière. Autour du ballon, on a joué quand même. Oui, bien sûr. Barbecue. Non, mais voilà. Mais du coup, voilà, faut pas. La vérité du football n'existe pas qu'à l'OL. On peut réussir en passant par d'autres moyens. On l'a vu, Renaud Coad, alors c'est pas des noms qui parlent beaucoup au foot français, mais avec Guillaume Lacour qui ont fait des carrières, Flo Balmont et tout ça, qui ont fait bien 200 ou 300 matchs de Ligue 1 ou de Ligue 2, mais dans d'autres clubs un peu moins réputés, mais en tout cas ils ont vécu de leur passion pendant très longtemps. Beaucoup plus que ceux qui pensent gagner beaucoup d'argent à l'OL, signer un contrat pro et s'éteindre ensuite pour aller jouer dans les clubs de la région. C'est pas péjoratif et ça leur manque pas de respect, mais voilà. On peut aussi gagner sa vie et vivre du football ailleurs qu'à l'OL. Jusqu'ici, l'émission se déroule bien. À la bonne Jusqu'ici. franquette, ça se passe bien. Il n'y a pas de tension entre eux, on n'est pas sur un plateau politique, on n'est pas sur une chaîne tout info, etc. Mais le cas Lucas Touzard. Et je pense qu'il va être intéressant ce cas Lucas Touzard, justement, forcément parce que tu t'occupes un peu de sa com, et forcément j'imagine qu'il y a une relation avec Lucas, qui est en plus un gentil garçon. Et Nicolas Pudebois, qui n'est pas un anti-Lucas Touzard, Loin de là. mais qui a plutôt reproché la sortie médiatique de Lucas Touzard après les propos de Juninho. Alors, c'est différent. Je ne l'ai pas reproché, j'ai dit qu'il aurait pu s'abstenir, c'est différent. Ça revient- Non, c'est pas. Non, tu chipotes, je ne Nico. reproche pas. Il a le droit de s'exprimer, il le fait comme il veut, il le fait plutôt bien habituellement. Mais Je t'ai là, vu- t'étais- en fait, Non, mais mais c'est pour ça qu'il faut aussi pas sortir du contexte ce qu'on a dit. C'est que du coup, c'est pour ça qu'il a la parole. j'ai la parole. Non, ce que je dis, c'est qu'on lui a posé 3 fois la question avant qu'il réponde. C'est ça. C'est vous aussi les journalistes, vous essayez de chercher. À un moment donné, on est humain, il est jeune, il est humain, il en a plein le dos, pour pas dire plus. Et du coup, il vous répond, bah voilà, ça, on réglera ça quand on rentrera et machin, tout ça. Parce qu'on l'a titillé, c'est toujours pareil, on est des hommes à la base. Mais c'est vrai que du coup, il était bien parti en se taisant et en disant on va régler ça entre hommes, entre nous, au creux d'un vestiaire avec mon agent et le staff qui arrive, pour savoir vraiment quelles sont leurs intentions. Il était parti là-dedans et il aurait dû continuer là-dedans. Malheureusement, au bout de 3 fois, on répond à la question parce que voilà, on en a plein le dos. Et ce qui est intéressant, On est poussé à répondre en fait. Et j'aurais préféré, pour lui,
parce que moi j'ai aucun intérêt, C'est pour ça que j'ai dit que ni d'un côté ni de l'autre, j'ai aucun intérêt là. J'aurais préféré pour lui qu'il s'abstienne de cette réponse, parce que du coup son image, quand on fait de la communication, c'est pas qu'à l'empathie, mais en tout cas, on se dit que on interprète. Il y a toujours de l'interprétation de la part des gens, de la part du staff, de la part du club et de la part. Oui, il y a toujours. Ouais, voilà. Chacun. C'est même là par rapport à nos échanges. Bien sûr. Chacun sa grille de lecture. On peut se dire là, limite, je peux faire une brève en disant ouais, Bois tacle le Touzard. Ouais, bien sûr. Allez, Par rapport à ça, c'est Foot-Zéro qui font ça d'habitude. Allez, s'il vous plaît, là il y a. Alors Qui font pas de contenu, il faut bien qu'ils reprennent sur quelque part. olympiquelyonnais.com, comme ça on va avoir plein de clics, plein d'audience. Allez, c'est parti. Non, mais c'est ça que je veux dire, c'est qu'en fait, ça laisse sujet à interprétation. Ah, il y a de l'eau dans le gaz, il y a ci, il y a là, alors qu'en fait. Juste, il exprime un point de vue, et après, il y a 60 millions de personnes qui vont lire ça, il y aura 60 millions d'avis différents. Voilà. Et c'est pour ça que j'aurais préféré qu'il s'abstienne pour lui et son avenir. Et ce qui est intéressant, c'est est-ce que toi, voilà, après, j'imagine que tu vas répondre parce que tu es plutôt quelqu'un qui essaye, pas trop langue de bois, jamais quand jamais. Est-ce que tu l'as conseillé par rapport à ça? Est-ce que tu as échangé? Est-ce que tu lui as dit justement, peut-être t'aurais pas dû répondre, ou il faut répondre comme ça? Comment ça se passe justement par rapport à cette entre guillemets polémique Lucas Touzard-Juninho? Comment t'as géré? Comment c'est passé en coulisses? Alors là, je suis absolument serein parce que je l'ai pas conseillé du tout sur cette partie-là. Tu sors. Je suis désolé. Nous avec Lucas, on travaille que sur ses réseaux, donc on travaille pas sur sa partie relations presse, tout ça. T'as bien vu le bad buzz sur les réseaux? Comment on gère? Oui, vu les bad buzz, voilà. Bien sûr. Le bad buzz. Après, comme le dit Nico, au bout de 4, 5, 6 relances, il y a forcément au bout d'un moment à finir par parler, parce que de toute façon, quand les journalistes ont décidé qu'ils le voulaient, voilà, ils finiront par voilà. Après, ce qu'a voulu dire Lucas, et c'est simplement la vérité, c'est que voilà, forcément, quand il a appris ça, il a un peu accusé le coup, et c'est normal. Je pense que ça fait plaisir à personne de s'entendre dire pareille chose. Maintenant, il l'a pas mal pris, il l'a pas pris personnellement, ça lui a pas fait du mal. Tout ce qu'il a dit, c'est que voilà, il voulait régler son chute une fois qu'il sera de retour à Lyon, en discuter tranquillement une fois qu'il sera de retour. Se concentrer d'abord sur les espoirs et voir après ce qu'il en sera. Mais pour en avoir discuté avec lui, en tout cas ensuite, voilà, il n'est pas spécialement, voilà, c'est pas quelque chose qui lui fait du mal. Il comprend la position de l'OL. Enfin, c'est quelque chose de naturel. L'OL veut un concurrent, ça fait partie du football. Il a connu cette opposition-là. Il a été concurrent de Gonalon. Il a réussi à prendre sa place. Bon, il ne s'est pas affirmé comme il aurait pu ou comme il aurait dû. On va en parler. Et là, tout d'un coup, il est dans la peau du concurrencé. Voilà, on a parlé de la com, on va parler justement du sportif, forcément aussi. On parle du foot, on ne parle pas que de la com. Il y a Nico qui nous dit, un deuxième Nico, décidément, ils sont tous, ils nous envahissent. C'est les meilleurs, Razi, c'est les meilleurs. C'est des faux comptes de Nicolas. Ouais, j'en ai plein, Je pense. Ça sera un bon joueur de Ligue 1, mais insuffisant pour Lyon. Il a le même potentiel que Jordan Ferry. Il pourra faire une bonne carrière, mais pas à l'OL, où il est trop limité. Le garder serait du dépannage, mais avec Lucas ou Mendes, il risque de ne pas jamais jouer. Un prêt peut être une bonne chose pour lui. Alors, ce qui est bien avec Twitter, c'est que c'est jamais blanc ou noir. C'est soit blanc, soit noir, c'est jamais gris. Donc, il n'y a pas trop de nuances. Voilà, est-ce qu'il faut le garder? Est-ce qu'il faut le laisser partir? Il y a des propositions, on parle de lui en Angleterre notamment. Voilà. Vous me demandez à moi si moi je suis l'OL. Exactement. Ouais, voilà. Si moi je suis l'OL. Si moi je suis l'OL. En toute objectivité, je sais que t'es un mec en plus franc et que sincère. Donc si moi je suis l'OL, je le garde parce que c'est un joueur qui, même si admettons qu'il ne parte pas titulaire, on recrute un joueur comme Thiago Mendes, voilà, 25 millions qui part avec l'étiquette de titulaire. Je pense que Lucas, c'est un joueur qui dans la saison va faire ses matchs. Faut pas oublier que c'est encore un jeune, c'est le capitaine des espoirs, il a jamais que 21 ans. Apprendre à progresser ballon au pied, il n'y a pas d'âge pour l'apprendre, ça peut toujours arriver. Que le fait d'être mis face au fait accompli et d'avoir justement un concurrent direct, ça va peut-être aussi entre guillemets le booster, pourquoi pas. Voilà, le fait d'avoir été titulaire jusque-là indiscutable, la saison dernière, celle d'avant, pas celle qui vient de s'écouler, il a joué tous les matchs. Forcément, au bout d'un moment, il y a aussi une usure physique, une usure psychologique. Peut-être que là, voilà, d'avoir un concurrent, ça va le rebooster, ça va lui redonner un peu de peps. Et voilà, moi je trouve que c'est un joueur qui a du potentiel, je trouve que c'est un joueur qui a du talent. Il y a encore 2 ans, quand on fait demi-finale de Ligue Europa, tout ça, beaucoup de supporters l'encensaient. Donc voilà, faut pas cracher sur ce qui a été fait de bien. Il a peut-être eu plus de mal ces derniers temps, mais moi c'est un joueur en quel je crois et je pense qu'il est tout à fait viable pour jouer à l'OL, il n'y a pas de problème pour ça. Il faut préciser, c'est important pour nos téléspectateurs, parce qu'encore une fois on essaie de jouer vraiment franc jeu, carte sur table, avec tout le monde. Effectivement, c'est ton client entre guillemets, parce que tu travailles avec lui, mais tu es aussi supporter de l'OL, donc tu réagis aussi comme un supporter en disant voilà, mais c'est important de préciser pour les gens qui nous regardent, ta réaction aussi c'est en tant que supporter en disant moi Lucas Touzard, je trouve ça pas dégueulasse avec le maillot de l'Olympique Lyonnais. Oui, et puis voilà, moi j'ai grandi à Lyon, je suis né à Lyon, enfin Juninho c'était mon idole quand j'étais gamin, donc même s'il a dit ça de Lucas, ça n'empêche pas que voilà, moi je suis supporter de l'OL et je suis fan de Juni et ça restera mon idole quoi qu'il arrive. Ouais. Voilà, c'est important de le préciser. Nico, par rapport à ça, qu'est-ce que tu as envie de dire justement pareil, je joue franc jeu par rapport à Lucas Touzard. Est-ce que tu penses qu'il faut le garder? Est-ce que tu penses que pour toi c'est light?
pour l'OL. Bon, je pense qu'on a besoin de ce genre de profil. En effet, on aime bien les meneurs de ballon, on aime bien les joueurs techniques, mais on a besoin aussi des joueurs qui vont à la maillotche, comme on dit, mais qui vont au contact et qui percutent dans les duels. C'est bien beau d'avoir... on a beaucoup de joueurs de ballon. Oussem Aouar, Ndombele, mais quand il faut mettre le pied, c'est un peu plus dur pour eux. C'est plus facile pour Lucas Touzard. Voilà, c'est un besogneux, c'est un travailleur de l'ombre. On avait des Philippe Violo, voilà, et c'est un peu ce profil-là, des travailleurs de l'ombre qui récupèrent beaucoup de ballons et qui font le mauvais boulot, entre guillemets. Donc voilà, je pense que c'est complémentaire. Dans un effectif, il faut plusieurs profils différents. Et je pense que dans certains matchs, on aura besoin des capacités de Lucas. Donc plutôt envie de le garder. Ouais, je pense que c'est... Alors, aujourd'hui, en effet, il ferait peut-être pas partie de mes titulaires, mais en tout cas, il ferait partie des joueurs de complément d'un effectif. On sait qu'on obtient des résultats et on gagne des titres avec la profondeur de banc, et son profil fait partie de ma profondeur de banc. Mon rôle, forcément, c'est d'être un peu poil à gratter. Lucas Touzard, on l'avait dit sur ce plateau, et il y a beaucoup de gens qui le pensent dans le milieu du foot, il a plutôt régressé ces derniers temps à l'Olympique Lyonnais. Donc, est-ce que, voilà, je ne sais pas si tu es d'accord ou pas, si tu acquiesces ou pas, Raled, par rapport à la progression de Lucas Touzard, mais on a le sentiment qu'il a plutôt régressé. Alors après, ça peut s'expliquer. Est-ce que, voilà, encore une fois, est-ce qu'il a besoin peut-être d'un concurrent pour le booster? J'en sais rien. Voilà, quel est ton avis par rapport à ça? Il y a eu un plafond à un moment donné, voilà, c'est vrai qu'il était titulaire indiscutable et qu'il est passé à remplaçant et à joueur de rotation, donc forcément on ne peut pas dire qu'il y a eu une progression là-dedans. Maintenant il y a aussi une rude concurrence, voilà, Oussem Aouar et Tanguy Ndombele, c'est pas rien, donc forcément quand ces joueurs-là émergent, à un moment donné il y a un jeu de concurrence qui se met en place. Mais Lucas, malgré tout, je trouve que c'est un joueur qui a fait le taf, qui a fait le boulot. Il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, faut le dire aussi, voilà, il y a eu des matchs où il a été moins bon clairement, lui-même le sait, voilà, c'est pas, il va pas se mentir sur ses performances non plus. Maintenant, ça reste un joueur solide, ça reste un joueur. S'il est capitaine de l'équipe de France Espoir, s'il est titulaire, c'est pas non plus pour rien. À un moment donné, justement, alors nous, on a fait un article là-dessus, je sais pas si tu avais vu, justement en disant, voilà, performant avec l'équipe, effectivement, avec des responsabilités, et un peu plus, entre guillemets, en retrait avec l'Olympique Lyonnais. Est-ce que c'est un peu, tu as fait la même analyse, et comment tu l'expliques, justement? Ça, c'est intéressant par rapport à ces joueurs qui arrivent en équipe. Alors, peut-être qu'il est relâché, est-ce que ça vit avec le sélectionneur, est-ce que c'est l'environnement, je sais pas. Je pense qu'il y a aussi des systèmes de jeu différents. Après, là, pour le coup, je parle pas, c'est pas des confidences qu'il m'a fait ou quoi que ce soit, là, je sais absolument pas. Donc, c'est en tant que juste le regard d'observateur, pour avoir vu des matchs d'équipe de France Espoir, être allé au stade, le voir jouer, c'est vrai qu'il se projette beaucoup plus en équipe de France Espoir, qu'il n'hésite pas à aller vers la surface, à aller frapper. C'est des choses qu'il faisait pas à Lyon. Donc après, est-ce que c'était des consignes vraiment particulières? On lui disait, tu restes sentinelle, tu bouges pas, tu te tais. Est-ce que honnêtement, je sais pas. Je dis vraiment ça, c'est totalement du hasard. Mais c'est vrai qu'il y avait un Lucas qui était beaucoup plus projeté vers l'avant en équipe de France Espoir qu'avec l'OL. Donc après, je sais pas. Nico, c'est intéressant parce que tu as connu les deux. Toi, tu étais en club, tu étais aussi en équipe de France Espoir, même si peu le savent. J'avais le même poste. Est-ce que tu as observé des joueurs qui étaient plus libérés, qui étaient différents? Ouais, mais parce que en équipe de France Espoir, il est dans son cocon, entre guillemets, avec ses potes de génération, avec qui il joue depuis très longtemps. Il a la confiance du sélectionneur. C'est un taulier de l'équipe de France Espoir. Maintenant, c'est beaucoup plus dur de confirmer. On sait toujours on sait que quand on est une révélation du championnat ou d'une équipe, le plus dur c'est de confirmer. On a vu qu'Oussem Aouar a eu un peu ce même problème. Il a été un peu dans le creux de la vague durant la saison. Ça lui a coûté le match contre Barcelone. C'est ça la différence entre un joueur aguerri et qui sait gérer toute la pression due à son statut et au statut qu'on a acquis dans une équipe et à la place qu'on a dans un collectif. Donc là, c'est vrai que à l'époque où il y avait Maxime Gonalon, Lucas Touzard était vraiment la révélation, au point de mettre sur le banc Maxime Gonalon, et au point que, un peu comme le font aujourd'hui les supporters, on crache sur ce qu'avait fait Maxime Gonalon avant en disant il faut absolument mettre Lucas Touzard. Et du coup, le foot va très vite, parce que du coup, il faut confirmer, on est dans l'instantané, et c'est un éternel recommencement, un éternel remise en question, et je doute pas qu'il le fasse. Mais là, il est un peu plus dans le dur en club, et je pense que sa soupape de liberté, c'est l'équipe de France, quoi. Quand il va en équipe de France, il oublie tout le quotidien, il va s'amuser avec les potes de son âge, il est en confiance, il est libéré parce qu'il est vraiment lui-même. Donc à lui de trouver le juste milieu, le juste équilibre, pour être aussi performant en équipe de France qu'à l'OL. On a Steven, #TKYDG, qui nous dit « Il me rappelle beaucoup Gonalon, bon leadership, pas mauvais, et a envie, mais clairement limité techniquement et en vitesse. Ça tue son jeu, mais dans un rôle sentinelle, ça peut être pas trop mal. À voir selon les mouvements, mais sinon en rotation de Mendes, oui. »
Non, mais c'est pour ça. Le rôle de sentinelle lui va à merveille. Alors cette année, on a beaucoup joué en 4-2-3-1. Donc c'était compliqué pour lui. Voilà, il y avait 2 relayeurs. Ils auraient pu jouer, je pense, avec Lucas Touzard et soit Oussem, soit Tanguy Ndombele. Avec un qui se projette plus que l'autre, donc forcément, soit Ndombele, soit Aouar, et puis et Touzard qui reste un peu plus en place dans les différents pistons, même s'il est capable de se projeter. Mais c'est vrai que voilà, aujourd'hui, c'est le système de jeu qui lui convenait pas. Le 4-3-3 avec une sentinelle, comme l'a évoqué Silvino, lui correspond beaucoup, beaucoup mieux. Alors après, ils veulent un joueur un peu plus technique pour jouer au ballon, mais il y aura des matchs où il faudra aussi boucler le milieu de terrain, et à ce moment-là, il aura vraiment son épingle à tirer du jeu. Autre joueur dont tu t'occupes, dernièrement, enfin pas dernièrement justement, mais qui a rejoint l'Olympique Lyonnais dernièrement, Héritier des Yonges. Est-ce que tu veux parler de ce joueur justement, de son style de jeu, de sa personnalité? Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce joueur? C'est un joueur, c'est un latéral gauche belge, donc formé au PSV Eindhoven. Il y est arrivé à 10 ans, donc là il a 17 ans aujourd'hui, donc ça faisait 7 ans qu'il était là-bas. Il a joué ailier gauche quand il était plus jeune, donc voilà, c'est un profil de joueur un peu offensif, qui aime dribbler, qui aime aller balle au pied. Au fil des années, le fait d'avoir reculé en tant que latéral, ça lui a aussi appris à bien bosser défensivement. C'est vrai que maintenant, c'est quelque chose qu'il aime bien, qu'il apprécie faire. Donc voilà, il arrive à l'OL, il a signé donc pour 3 ans si je ne m'abuse. Donc voilà, l'idée pour lui, c'est de voir un peu ce qui va se faire maintenant. On va voir si Felipe Luis arrive, ce genre de choses. Mais voilà, l'idée dans un premier temps, c'est déjà de découvrir un peu ce qui se passe avec les pros, voir un peu comment ça se passe, prendre la température. Oui, et parce puis que ensuite, de jouer l'équipe réserve, par exemple. C'est pas non plus. Non, c'est tout à fait voilà, possible. exactement, Voilà, c'est tout jouer à avec fait la possible. réserve, jouer avec la Youth League. Enfin voilà, faudra voir comment la saison Lui laisser évolue. du temps, quoi. Voilà, faudra voir aussi lui comment il se sent dans les premières séances d'entraînement, comment ça se passe. Voilà, tous les scénarios sont ouverts par rapport à ça, donc ça peut aller très vite, comme ça peut prendre du temps, mais il faut le laisser du temps. Voilà, c'est pas le remplaçant attitré de Ferland Mendy dès le premier jour de la reprise, quoi. C'est un jeune joueur, il faut lui laisser du temps, il faut le laisser s'aguerrir, s'acclimater, s'intégrer au groupe, le laisser mûrir en fait. C'est ça, on a tendance à vouloir aller beaucoup trop vite avec les jeunes d'aujourd'hui. À 21 ans, Lucas Touzard est un taulier du vestiaire, il a 21 ans. Oussem Aouar, on leur donne les clés du camion, ils ont 21 ans. Enfin voilà, le jeune de 17 ans, si tu le mets, il va se brûler les ailes. Donc il faut être patient, il faut étape par étape, quoi. Step by step. Bah ouais, c'est comme ça qu'on construit une vraie carrière, quoi. 17 ans, et tu l'as déclaré sur olympiquelyonnais.com, c'est un supporter de l'OL ce joueur, c'est intéressant. Ouais, ça. c'est ça, quand il était tout petit, en fait, il regardait les matchs de Ligue des Champions donc avec son frère, et en fait, son frère était fan du Barça et lui de l'OL. Donc du coup, quand il y avait les matchs de l'OL, ils avaient le droit de rester un peu plus tard regarder la télé pour voir les matchs de l'OL. Donc voilà, tout ce qui est l'époque 2008-2009, donc il a vu la fin de Juninho, il a vu tout ce qui est ensuite l'arrivée de Michel Bastos, Lisandro, tout ça. Donc ouais, il a encore pas mal de souvenirs de cette époque-là. Puis d'ailleurs, petite anecdote comme ça, mais quand il a signé à l'OL, il y a une amie à lui qui lui a écrit sur Snapchat en lui disant, moi je me souviens quand j'étais petit, j'étais fan de l'OM, toi de l'OL, on se taquinait, tout ça. Donc aujourd'hui que tu en arrives là, voilà, que tu sois joueur de l'OL, c'est quand même quelque chose de beau. Et c'est vrai que c'est une petite histoire sympathique, quoi. Ça te plaît. Je savais, j'en étais sûr que ça allait te plaire. Je voyais que tu écoutais attentivement. Ouais, j'écoute attentivement parce que, alors ça me ressemble pas parce que moi j'étais de Lyon et c'est mon grand-père qui m'a emmené quand j'avais 5-6 ans, mais ça ressemble un peu. C'est-à-dire que pour lui, il faut pas que ce soit un aboutissement. Il faut que ce soit le début de quelque chose de signer à l'OL. Mais en tout cas, l'histoire elle est belle parce que signer dans le club qu'on adore, c'est pas donné à tout le monde. Et lui, il a cette opportunité-là, il faut qu'il la saisisse à fond. On va parler encore des rumeurs. Mercato, c'est le mercato chaud, je l'ai dit. Je suis obligé de profiter, Gérald. Bon, c'est vrai que Nico, il est un peu moins spécialiste. Laissez-moi tranquille avec votre mercato, j'y comprends rien. Laurent Koscielny, tu connais? Ah oui, Voilà, quand même. Donc, Laurent Koscielny, qui a annoncé 33 ans. Est-ce que pour vous, bonne pioche? Est-ce que ça peut être intéressant pour un apport pour l'OL? Allez, on va commencer avec toi, Khaled. Ouais, je dirais bonne pioche en tant que... troisième défenseur peut-être. Mais c'est extraordinaire. Alors je lui ai même pas montré. Je vous assure, je lui ai pas montré parce qu'il voit pas, parce que les tweets arrivent là comme ça. Et j'ai pioché dans un tweet #TK. Vous donnez bien vos infos que vous voulez, Razik. On a OL do Brasil sur Twitter qui nous dit oui, si il parle de Laurent Koscielny, s'il est prévu qu'il soit troisième défenseur, ok, et à condition qu'il coûte max 5-6 millions d'euros. Nico Putebois trouve ça injuste, dur. Alors je trouve pas ça injuste ou dur. Je pense pas que ce soit une bonne pioche parce que c'est pas une opportunité. C'est pas. Je trouve qu'en fait on amène de l'expérience et on prend un joueur aguerri et expérimenté. Donc faut pas le payer trop cher, ça c'est une certitude. 33 ans, on le revendra pas, donc il faut pas le payer trop cher.
Par contre, Mais pas troisième def. non, Défenseur. non, parce que je pense qu'avec Denayer, il peut vraiment apporter son expérience. Voilà, c'est Denayer qui fera les efforts, quoi. C'est souvent ça, hein. On met un ancien avec un jeune, le jeune il court et le Tu vieux... sais, il- Jason, il a l'habitude, je crois. Oui, c'est vrai, avec Marcelo, il a déjà fait une saison comme ça. Mais on va le tuer à force quand même. Non, mais Koscielny est un très bon joueur de foot, un très bon défenseur, et je pense qu'il peut vraiment apporter à cette équipe. Il a un vrai leadership, il a été capitaine à Arsenal, de temps en temps en équipe de France, donc je pense qu'il a vraiment sa carte à jouer à l'OL, et en tout cas, par rapport à Marcelo, je prends Koscielny sans problème. Oui, on lui aurait formulé l'Olympique Lyonnais, il aurait formulé une offre de 2 ans. Pour l'instant, on va voir si ça suit son cours ou pas. Si c'est parce que le mercato, c'est aussi ça, un peu les rumeurs. On l'a dit tout à l'heure. Toujours concernant justement Koscielny, on a AZR Memphis qui nous dit si tu cherches à former Denayer et Solé, oui, car le gars a clairement l'expérience pour lui, mais il t'amènera pas forcément la stabilité demandée étant donné ses blessures à répétition et son âge. A-t-il encore le moteur pour enchaîner? Tiens, un vieux de la vieille, Nico. Il a eu une grosse blessure, il n'a pas des blessures à répétition. Il a eu une grosse blessure qui lui a coûté la Coupe du Monde et le titre de champion du monde. Après, je pense que c'est plutôt un professionnel qui peut vraiment apporter son expérience du très haut niveau, parce que malgré tout, avec Arsenal, il a fait beaucoup de matchs de Coupe d'Europe. Il n'a pas gagné beaucoup de titres, mais d'ailleurs, c'est le drame de sa carrière avec sa blessure avant la Coupe du Monde. Mais c'était quand même un taulier de l'équipe de France, et je pense qu'il a vraiment, sa connaissance du haut niveau à apporter à nos joueurs. C'est vrai que c'est intéressant ce débat parce que c'est vrai qu'on cherche souvent des joueurs expérimentés et après en même temps on entend trop vieux. Comme là, pour le coup. C'est français, ça. C'est ça. On peut pas tout avoir. À un moment donné, si on veut de l'expérience, faut aussi que l'âge aille avec. Après, voilà, Koscielny, oui. Mais j'ai jamais été grand fan de Koscielny, en fait. C'est pour ça que je dis peut-être en troisième. Après, j'ai conscience, voilà, que c'est un très grand joueur, qu'il a fait une très belle carrière, tout ça. Mais c'est vrai que j'ai jamais été très fan du profil. Mais après, oui. Nico m'a peut-être convaincu un peu. Je sais pas, j'hésite maintenant. Non, mais c'est vrai que du coup, si on va en Italie, Koscielny, c'est un jeune joueur par rapport à ce qui se fait en Italie. En Italie, on joue jusqu'à 38, 39, 40 ans. Il y a une vraie différence de mentalité. On s'appuie beaucoup. Alors, il faut pas 11 joueurs de 33 ans, parce que sinon, sinon c'est compliqué. c'est OL Légende, quoi. Pas loin. Anto. Exactement. Mais du coup, il en faut 2-3 avec du leadership qui viennent apporter justement ce côté taulier avec de l'expérience, qui donne de la confiance à nos jeunes pour les faire grandir, quoi. Ce qui nous manque depuis quelques années, parce qu'on s'appuie vraiment que sur des jeunes. La moyenne d'âge était très basse. Alors, il ne faut pas qu'on aille dans le sens inverse, c'est un peu excessif. Mais du coup, il faut arriver à garder cet équilibre entre des anciens expérimentés qui sont encore dans la force de l'âge, on va dire, pas trop vieux, et puis des jeunes qui apportent ce dynamisme et cette fraîcheur et qui apprennent au contact de ces anciens. On parlait d'Italie, justement, il y a pas mal de bruit concernant des joueurs qui évoluent dans le championnat italien, justement, Benasser, Nzonzi. Ouais. Voilà, est-ce que c'est des joueurs pareils qui, quand tu as vu ces noms dans la presse, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit bon, bof, ou tu t'es dit ouais, pas mal, intéressant? J'espère qu'après Koscielny, Nzonzi ne regarde pas cette émission non plus. Mais je suis pas très fan non plus du profil d'Nzonzi. Ouais, non. C'est pas un joueur sur lequel que j'ai vraiment apprécié dans sa carrière. Après, on aime, si on critique Lucas pour sa capacité à être destructeur et pas trop relanceur, Nzonzi le prendre, est-ce que c'est vraiment, ça vaut le coup? Je suis pas convaincu. Benasser, par contre, ça me dit bien plus. Ouais. Ça me dit bien plus. J'adore le profil du joueur. Encore avec l'équipe d'Algérie hier contre le Kenya, il a fait un match monumental. Jeune, gros potentiel. Donc, si on peut faire un mix, d'expérimenter et puis continuer cette logique de faire de la post-formation ou de faire un peu de trading et de revente, c'est le profil de joueur qui peut intéresser. Benasser, ouais. Nzonzi, je pense qu'il a tout dit là. C'est vrai? Okay. Si on critique Lucas Touzard, Nzonzi, je vois pas l'intérêt. Même si pour moi quand même, Nzonzi c'est peut-être un ton au-dessus que Lucas, mais en tout cas, son profil c'est à peu près le même. Et puis après, Benasser, je le connais pas trop, mais de ce que j'en entends et de ce que j'en lis surtout, ça a l'air d'être plutôt plus intéressant en tout cas. Donc plutôt Benasser moi aussi. Alors j'ai mon stagiaire, Pierre-Andrea. C'est beau ça. Voilà. On est là quand on a un stagiaire, non? Bien évidemment. Qui m'a aidé à préparer l'émission et qui m'a dit qu'il fallait parler de Joachim Andersen. Parce qu'on ne l'avait pas fait la semaine dernière. Ouais. Donc non, mais il a raison. Il m'a dit attention, vous n'avez pas parlé de Joachim Andersen, de la Sampdoria. Profil de joueur, qu'est-ce que tu en penses? Déjà, bravo à Pierre-Andrea d'y avoir pensé. Donc il y avait aussi une offre de 18 millions quand même. Donc voilà, c'est la première chose que je peux dire sur Andersen. Après, j'avoue que j'ai pas du tout regardé la Sampdoria. C'est la Sampdoria, Défenseur central, qui a l'air d'être solide au saut. Ouais, voilà.
Après, j'ai pas du tout regardé le match de la Sampdoria de Gênes cette année, donc je vais pas faire le faux spécialiste qui Exactement. va donner des fausses Il a infos. raison. Voilà. On n'aime pas ça ici, de toute façon. Nous, c'est Donc voilà, pas voilà. grand-chose à dire. Pas grand chose. on Après, pourquoi pas? Ouais. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Allez, on demande à Nico Non, mais Dubois. on va pas faire les spécialistes, genre comme chez nos confrères, Canal+, RMC, les mecs qui pensent qu'il y aura tous les matchs. Non, moi je le connais pas. Ouais, mais quand on voit une proposition de 18 et que la Samp attend 35, je crois, en veut 35. C'est-à-dire que ça prouve quand même que le joueur a dû... ou ça n'a rien à voir. Non, mais c'est une question. J'en Nico. sais rien. Non. Ferland Mendy, on l'a acheté moins de 8 millions, on l'a rendu 48, mais il a fait ses preuves en Ligue des Champions et tout ça. Voilà. Mon père Andrea, je le garde ou je le garde pas, mon stagiaire? Non, je pense que c'est plutôt une bonne pioche, le stagiaire. Après, Andersen, je suis pas sûr. Je sais pas. Non, mais après, c'est vrai que c'est toujours compliqué ce mercato. Florian Maurice est bien plus armé que moi parce qu'il voit des matchs. Et aujourd'hui, la structure, la cellule de recrutement de l'OL est plutôt bien formée. Après, aujourd'hui, je pense qu'il a proposé pas mal de joueurs qui ont été invalidés par les deux Brésiliens. Donc voilà, est-ce que tout le travail qui a été mis en place est remis en question? Ça, on le saura à terme. Mais c'est vrai que Andersen, non, je peux pas t'en dire plus, Razik, malheureusement. De toute façon, je suis avec toi. Je peux jamais compter sur toi, Nico. J'ai l'habitude. Raled, je vais pas dans les patates chaudes, mais est-ce qu'il y a des noms qui sont pas sortis et pour toi, tu estimes, justement, en tant que supporter de l'OL, et encore une fois, qui pourraient apporter quelque chose, qui pourrait s'intégrer à ce projet par rapport justement à ce qu'a pu dire Juni, voire Silvinho? Est-ce qu'il y a des joueurs sur le marché? Parce que tu as quand même été C'est vrai, tu as été un spécialiste du mercato. Donc même si là, voilà, forcément, tu as pris un peu de recul et tu es plus journaliste. Mais en tant que supporter, je parle encore une fois, est-ce qu'il y a des joueurs que tu te dis, ah ouais, là, ça peut être pas mal, effectivement, ça rentre dans ce projet de jeu du 4-3-3, de ce que veut mettre en place Silvinho ou Juninho? Alors dans le 4-3-3, si on regarde, si Tanguy Ndombele part, il faudra forcément prendre quelqu'un dans cet entrejeu. On parle de Jean Lucas, faut voir. Un ailier droit éventuellement, parce que l'OL compte sur Bertrand Traoré a priori, mais quid de Maxwell Cornet, qu'est-ce qu'il va faire? Donc voilà, c'est les deux postes dans lesquels il faudrait regarder attentivement. Après là, comme ça, j'avoue que j'ai pas de nom qui me vient en tête particulièrement. Si j'en ai, je vous dis, mais là, j'avoue que comme ça... Ouais, t'as pas réfléchi à la question. Il n'y a pas de joueur où tu te dis... Il y a pas de joueur où tu te dis, finalement, ils sont sur le marché, ou c'est prometteur, c'est jeune, ou c'est expérimenté. Ça peut apporter de la valeur ajoutée à l'Olympique Lyonnais. Le problème, c'est que sur le marché, aujourd'hui, ça part vite. Donc quand on voit qu'aujourd'hui, ça parle de 90 millions pour Nicolas Pepe, voilà, par exemple. Ça, c'est typiquement le genre de joueur qui, à l'époque, aurait signé à l'OL, voilà, après une très grande saison en Ligue 1, qui aurait ensuite fait le grand saut vers l'OL. Là, c'est tout de suite des prix qui deviennent invraisemblables et injouables, justement, pour les finances lyonnaises. Là, comme ça, j'avoue que là, c'est pas grave. C'est pas grave. Je sèche. J'ai tenté. Désolé. J'ai tenté. Nico, je vais pas te poser la question parce que Raled, voilà, je vais pas te poser la question. Par contre, j'ai envie de t'interroger sur Tanguy Ndombele. Parce qu'il y a un débat très intéressant et j'en ai parlé avec certains dirigeants aussi. Et forcément, tu te poses la question, tu te dis, qu'est-ce qu'il faut faire avec ce joueur? Il y a une valeur marchande, donc il y a sûrement des propositions. On voit notamment l'intérêt du Real, de clubs anglais. Et en même temps, dans le projet ambitieux de l'OL de retrouver justement les sommets, on va dire ça comme ça, il y a la Ligue des Champions, etc. Est-ce qu'on dit, on le garde, c'est pas grave, et on refuse toute proposition? Ou, et c'est encore une fois la partie économique qui est importante, et on se dit, non, on n'a pas le choix, on doit le vendre, et c'est pas grave, on va trouver peut-être un jeune joueur qui peut le remplacer et devenir le futur Tanguy Ndombele. Quand tu te places du point de vue de l'Olympique Lyonnais, il y a deux écoles. Il y a le projet sportif à moyen terme, où tu te dis, garder tes meilleurs joueurs, c'est plutôt intéressant. Mais c'est sûr que quand tu as la possibilité de vendre un joueur que tu n'as acheté pas très cher, 70 ou 80 millions d'euros, pour les finances lyonnaises, pour le futur et justement les futures acquisitions, voilà, c'est un beau billet à ne pas laisser passer. Après, si on se place du point de vue du joueur, il y a l'Euro, il y a la perspective de l'Euro en fin d'année prochaine. Moi, j'aurais plutôt tendance à lui conseiller de rester à l'OL une année de plus, asseoir encore un peu plus et sa notoriété et ses performances pour être légitime en équipe de France, faire l'Euro et après monnayer un départ encore plus important et dans un club peut-être plus intéressant. Raled? En tant que supporter de l'OL, je garderai Tanguy tous les jours parce que c'est un joueur formidable. Après, voilà, on va pas se mentir. Si Jean-Michel Aulas fait des appels du pied plus ou moins réguliers dans les médias à tous les clubs et dit au Paris Saint-Germain de ne pas hésiter à faire une offre s'ils ont besoin ou quoi que ce soit, c'est que je pense que ça rentre dans la logique économique de l'OL de le vendre.
c'est des prix qui à un moment donné deviennent impossibles à refuser. Quand on parle de 70-80 millions d'euros, je pense que ça rentre dans la logique parfaite de trading de l'OL, comme ils ont pu le faire avec justement Ferland Mendy quelques semaines avant. Voilà, malheureusement, je pense qu'il va falloir se faire une raison et qu'il va partir, mais voilà, en tant que supporter, c'est sûr que Tanguy, c'est un joueur formidable à regarder et qu'on aimerait le garder tous les jours. Et pour rajouter à ça, je me souviens, et le président ne le fait pas souvent, des déclarations personnelles où il a nommé Tanguy Ndombele après sa sélection en équipe de France par rapport à un certain comportement. Le président est quelqu'un qui est plutôt rancunier, qui se souvient des choses. Est-ce qu'il y a aussi là-dedans, dans la démarche du président de s'en séparer, un problème de comportement en interne qui n'est pas forcément trop ébruité? Il n'y a qu'un pas que je pourrais franchir parce qu'en général ça se passe comme ça, on privilégie le vestiaire malgré le talent et les qualités du joueur. Voilà, il y a peut-être aussi un sujet du comportement à évoquer par rapport à cette envie de vendre, à cette envie peut-être soudaine de vendre à d'autres clubs, même à un concurrent direct comme le PSG, un de nos meilleurs joueurs. Au rayon des départs, on ne l'a pas évoqué, mais il y a Jordan Ferry qui a signé du côté de Montpellier pour 2 millions d'euros. Jordan Ferry, voilà, encore une fois, c'était un même profil un peu qu'on disait tout à l'heure. Non, mais le côté Besogno, qui s'est beaucoup critiqué, le petit gros, mais en même temps qui a fait quand même, qui a pas mal dépanné. Moi, c'était un joueur que je l'aimais bien par rapport à son état d'esprit. Voilà, parce que dans mon équipe, je le prendrais tout le temps, parce que voilà, c'est quelqu'un qui se bat, qui mouille le maillot, comme on dit. Voilà, après, peut-être que j'aime bien les petits gros aussi. C'est pour ça que j'allais dire ça, parce que ça se trouve, il va regarder l'émission Jordan, il le sait, le petit gros, je vais déjà dire, on se dit, voilà, je vais déjà dire, enfin, entre guillemets, on en a rigolé déjà dans une autre émission, donc c'est pour ça que je me permets de non, mais du coup, ouais, enfin, voilà, moi, je trouve, tant mieux s'il a pu trouver chaussures à son pied. Après, il part de Nîmes pour aller à Montpellier, bon courage pour son retour au vestiaire. Après, comme disait Nico aussi tout à l'heure, ça rentre dans cette idée que voilà, il y a une vie aussi après l'OL, c'est comme les Florent Balmont, c'est comme les Jérémy Clément, voilà, il ferait une très belle carrière en Ligue 1, c'est un bon joueur de Ligue 1, un vrai bon joueur de Ligue 1. Voilà, il n'y a pas de mal à quitter l'OL à un moment donné, à couper le cordon, il fera une très belle carrière, il n'y a pas de souci là-dessus, quoi. Voilà, on a fini avec le mercato. Merci. Mais les gens aiment ça, Nico. Oui, il paraît. Tu sais, les jeunes générations. Avant, je faisais l'équipe tout le temps pendant le mercato, mais peut-être parce que je regardais s'il y avait mon nom ou pas. Mais... Et il n'y avait jamais ton nom. Et pas mon nom. On va parler du programme estival de l'Olympique Lyonnais, reprise le 4 juillet, et puis le fameux stage à Tignes, qui est de retour, du 6 au 12 juillet. On voit le programme qui s'affiche justement sur votre écran. Tignes, allez. Le fameux stage de Tignes. On est forcément obligé de te poser 3 questions sur Tignes. Voilà, c'est un stage qui est plutôt agréable. Attention, je dis agréable. Agréable. Parce que ça va, raison garder, monsieur Brick. Mais laissez-moi finir. Mais c'est pas possible, ces anciens joueurs, ils laissent pas finir. Agréable, parce que tu retrouves les camarades, t'es content, tu reviens de vacances, t'es bronzé. Et après, là, c'est la galère, c'est la misère. Voilà. Laissez-moi finir. C'est pas possible, ces anciens joueurs. Alors, Nico, Tignes. Tignes, c'est 3 entraînements par jour, des tours du lac à n'en plus finir, c'est la montée du col de l'Iseran. Alors ça va qu'après la montée du col de l'Iseran, ils nous font un petit barbecue et un petit rafting pour l'après-midi. Mais voilà, tu vois, je disais pas des bêtises, au début, tu manges. Pendant 1h30, on en sue beaucoup. Non, mais c'est vrai que... Alors par contre, je pense que c'est très formateur pour la cohésion d'équipe, il n'y a rien de tel. Il y a toujours une petite soirée en général qui est libérée par le staff pour qu'on fasse connaissance avec les nouveaux, pour qu'on passe un moment convivial et sympa entre nous. Donc non, moi j'ai que des bons souvenirs là-bas. J'en ai beaucoup souffert physiquement parce que c'est fait pour. Mais par contre, j'ai des très beaux souvenirs de cohésion, de moments sympas, et même pendant la montée de l'Iseran, voilà, où les uns se doublent, se chambrent et tout ça. Enfin voilà, c'est très c'est pas ludique, mais c'est très formateur et très pour la cohésion et tout ça. Non mais on a quelques anecdotes. Moi je retiens que ça, moi. Quelques anecdotes, notamment avec Atem Benarfa, qui pensait qu'il y avait un moteur dans notre rafting. Ah d'accord. Parce qu'il avait vu la valve pour l'évacuation d'eau. Ça faisait une demi-heure qu'on pagayait, qui me demandait, Nico, c'est là qu'on met l'essence. Non, on pagaille depuis une demi-heure, Atem. Ah voilà, deux, trois anecdotes qui sont assez sympas et ça soude une équipe en général. Ouais, pour la cohésion d'équipe, c'est important, notamment cette année avec un nouvel entraîneur. C'est l'occasion de se découvrir, d'apprendre à se connaître, d'apprendre un peu les nouvelles règles de vie aussi qui seront peut-être instaurées, les nouveaux types d'entraînement qu'il pourrait y avoir. C'est l'occasion de se retrouver tous ensemble, de parler, de se rencontrer, de se découvrir. Non, ça va être intéressant, je pense. Alors, on va voir les matchs un peu justement. Je vais te redemander si on peut voir le tableau concocté par Anthony Rabas. Alors OL, après le stage de Tignes, OL Servette Genève à Bourgoin-Jallieu, OL Genoa à Guignon, Arsenal OL à Londres, OL Liverpool à Genève, Portsmouth contre l'OL au Vitali Stadium, et puis la reprise de la Ligue 1 à Monaco le 10 août. Par rapport à ces matchs amicaux, programme plutôt intéressant, parce que des fois on reproche un peu ça, hein. On va dire des fois c'est un peu les matchs, on va dire bon au niveau des équipes, soit trop dur ou soit trop facile. Là ça paraît plutôt équilibré avec des
des des clubs fois, anglais notamment. Sans faire un jour à la ville, mais le passage de Guignon à Londres, ça risque de faire un peu mal. Mais sinon, non, le type de club, moi, je trouve ça très intéressant. Voilà, aller se confronter à Arsenal. C'est vrai que la dernière fois qu'il y avait eu un match contre Arsenal en amical, ça avait fini sur un 6-0 pour Arsenal. Donc il y aura peut-être aussi un peu voilà, l'esprit de, pour certains, s'il y en a encore qui étaient là, je sais plus, mais voilà, en tout cas cette idée-là de laver un peu l'affront. Et non, c'est bien, c'est des matchs assez intéressants. Il y a Liverpool, quand même. Il y a de tout, il y a du Liverpool, il y a du Arsenal pour le très haut niveau, il y a de l'anglais, il y a du plus, entre guillemets, plus faible sans leur manquer de respect non plus. Mais voilà, non, c'est intéressant, c'est un programme qui s'annonce riche, donc non, pas mal. Ouais, je pense que ça monte crescendo. D'abord 2 matchs à peu près largement jouables pour l'OL avec le Servette et Genoa. Après, on va se confronter à des équipes qui sont aguerries en Ligue Europa ou en Ligue des Champions avec Arsenal et Liverpool. Et puis on finit par une équipe, on dirait moyenne de Ligue 1 pour donner un peu de confiance avant le début du championnat. Je pense que c'est réfléchi et pensé, c'est pas mal. Avant de débuter le championnat, effectivement, le 10 août, à Louis II, au stade Louis II, contre l'AS Monaco. On va parler de l'OL et de l'ASVEL. Voilà, de l'union fait la force, on dit ça souvent, on dit ça comme ça, entre Jean-Michel Aulas et Tony Parker. Est-ce que vous avez suivi, messieurs, justement, cette union? Est-ce que vous avez regardé un petit peu? Et justement, encore une fois, en tant que supporter, hein, même si tu t'occupes de l'agence STO, Stade Thomas d'Oignon, c'est incroyable quand même. Hein. Ah, on a osé. Vous avez osé. En fait, on a eu l'idée en mangeant un kebab. En fait. Ah d'accord. C'est vraiment ça en plus, hein. Ça va pas une blessure. À Lyon, manger un kebab, c'est terrible, terrible. Voilà, quel est ton regard par rapport à cette association entre Tony Parker et Jean-Michel Aulas et l'Olympique Lyonnais et l'ASVEL? Déjà ouais, j'ai regardé la conférence de presse à la télé, tu avais un très beau polo d'ailleurs ce jour-là, il faut le souligner. Merci. Non, c'est une très belle union. Non, moi je suis fan de basket à côté du foot, donc voilà, donc forcément ça me parle tout de suite. C'est 2 projets ambitieux, c'est 2 clubs ambitieux avec 2 présidents ambitieux. Il y a tout pour que le mariage soit sympathique. Après on sait que l'OL avait déjà eu par le passé des parts à l'ASVEL et que ça s'était mal passé, donc il faut que le mariage cette fois se passe correctement. Mais non, sur le papier en tout cas ça fait saliver. Ouais. On a Faridou. Toujours lui, il est présent, actif, Faridou, sur les réseaux sociaux, #TKYDG, qui nous dit « Certains ne se rendent pas compte à quel point le développement de la notoriété à l'étranger et au-delà de l'Europe est un enjeu majeur pour le développement des ressources de sponsoring. Avoir une icône de la stature de Tony Parker pour y parvenir est un atout majeur. » Nico. Oui, c'est la rencontre de 2 businessmen, voilà. Le président, il trouve son intérêt parce que l'aura à l'étranger, en Chine ou aux États-Unis, de Tony Parker, elle est indéniable et on ne peut pas la nier. Ça veut dire la même chose, je crois. Du coup, c'est pas mal. Ça veut dire que je ne me suis pas trompé. Non, mais en tout cas, voilà, c'est Tony Parker, il sent bien que le président, à un moment donné, va peut-être lâcher la main. Je t'arrête tout de suite. Je mets un stop. Parce que justement, on a Charles qui nous dit... Ah, donc j'ai plus le droit d'analyser. Si, mais c'est intéressant parce que par rapport à Charles, c'est une bonne transition. On donne la parole aux gens. Bien entendu. Je tiens beaucoup trop le crachoir. Voilà, exactement. Tu parles trop. Je sais que c'est ta thérapie tous les lundis. Tu as besoin de venir ici pour te vider un petit peu. Exactement. Mais les supporters aussi, ils ont envie de réagir. #TKYDG. Et on a Charles qui nous dit « C'est pour moi une très bonne idée. Mais j'ai l'impression que l'ASVEL est plus gagnante. Peut-on envisager de voir Tony Parker prendre la suite d'Aulas à la tête de l'OL? Et c'est pour ça que je te laisse. Tac, j'ai fait play et je te laisse la parole. Non, mais c'est sûr. Voilà, je pense que le président se voit en Tony Parker. Enfin, il se revoit en Tony Parker avec de l'ambition, avec des projets par-dessus la tête, avec ce mode de développement et de business infini. L'avantage de Tony Parker, c'est que contrairement à l'OL et au président Aulas, sans lui manquer de respect, Tony Parker, c'est à l'international, quoi. C'est pas rien d'ailleurs si ça va être le représentant de l'OL et de l'ASVEL à l'étranger, en Chine et aux États-Unis. On sait que le développement de l'OL passe par l'étranger. On a posé quelques jalons, mais c'est sûr que quand Tony Parker arrive aux États-Unis et négocie, que ce soit pour l'ASVEL ou pour l'OL, on va l'écouter. Quand il arrive en Chine avec son équipementier PIC, c'est pareil, il va être écouté encore plus. Donc voilà, donc je pense que c'est un très beau mariage. Les deux, ils trouvent leur intérêt. C'est vraiment gagnant-gagnant pour le coup là. Ouais, je pense que les deux, ils trouvent leur intérêt, que ce soit aussi bien... Et en plus, je pense qu'ils y trouvent leur intérêt aussi bien économiquement qu'en termes d'enrichissement personnel, parce que je pense que les deux se ressemblent. Et, alors, il y en a un qui est un peu plus jeune et qui est vraiment très, très ambitieux. Et le président, se sert de l'énergie, même s'il en a pas mal, se sert de l'énergie de Tony Parker pour compléter ce qui lui manquait à l'Olympique Lyonnais. Donc, c'est tout bénef pour l'OL. Et par rapport à la question justement du Twitos, est-ce qu'on pourrait imaginer Tony Parker succéder ou avoir des responsabilités à l'Olympique Lyonnais? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui suite à cette fameuse conférence de presse, se sont imaginé ça en se disant « Ah, c'est sympa parce qu'effectivement, il est jeune, dynamique, il va être souvent présent à Lyon pour justement l'ASVEL masculin et féminin. »
est-ce qu'il pourrait peut-être effectivement donner des idées ou s'investir davantage du côté de l'Olympique Lyonnais? Est-ce que tu le vois comme ça ou pas du tout? Tu penses qu'il a déjà assez à faire et que ça n'a rien à voir, on ne peut pas mélanger les choses? Bah, l'idée, elle fait envie. En tout cas, ça peut être sympa d'avoir Tony Parker, voilà, pour l'image, pour ce qu'il représente, pour ce qu'il est dans l'histoire du sport français et à l'international. Après, je pense succéder à Aulas, j'y crois moyen. Je pense qu'Aulas a déjà donné d'autres noms déjà par le passé. Et puis, ouais, c'est pas dans les. Je pense pas que ce soit dans les tuyaux. Je pense pas. Par contre, par rapport à ce que tu disais, effectivement, il y a l'idée d'ouvrir une académie de football, une section de football féminine, notamment aux États-Unis, une franchise. Merci, une franchise par le biais, effectivement, de Tony Parker, Bien qui sûr. est forcément une sûr. aura Enfin, et un réseau là-bas. C'est un mariage de business avant tout, mais en tout cas, voilà, ils vont faire des sous. Alors, je sais que tu adores ça. On m'a dit ça, en tout cas, on me l'a soufflé dans l'oreillette, la fameuse oreillette. Exact. Nico Puybois, alors qu'est-ce qu'on me dit? Fan de football féminin. D'accord, c'est bien enregistré. J'aime beaucoup Amandine Henry. Tu aimes beaucoup Amandine Henry qui a sauvé l'équipe de France. Pourquoi tu aimes bien Amandine Henry? Parce que milieu de terrain, qui se projette, qui donne tout sur le terrain et qui m'a l'air sincère. Donc voilà, c'est plutôt bien. Elle n'a pas de poker face. Pas de poker face, mais il est en forme. Pourquoi pas? Il est incroyable. Il y en a d'autres dans l'équipe ou sur le banc de touche qui ont la poker face. Donc après, faut des noms maintenant. Alors bah Corinne Diacre, Wendy Renard, voilà, c'est pas engageant. Contrairement à Amandine Henry qui est plutôt qui partage son émotion. Et ça, moi, j'aime dans le foot qu'on partage les émotions. C'est ce qui a manqué à l'OL, je l'ai déjà dit. Donc voilà, il y a quelques joueuses de l'équipe de France qui partagent les émotions et ça me va plutôt bien. Allez, le foot féminin, l'équipe de France, que tu suis passé de Coupe du Monde. Sois sincère, Sois sincère parce qu'on va vérifier. Non, je suis sérieux, je suis. Après, je suis pas attentivement, je regarde pas tous les matchs, je suis pas accro sur des Jamaïque, Cameroun ou je sais pas, je dis des noms au hasard. Mais voilà, je suis pas accro sur tous les matchs, je vais pas mentir, mais si, je suis bien sûr attentivement. Et puis forcément, parce que quand on est à l'OL, on est obligé de suivre. Enfin, quand on suit l'OL, on est obligé de suivre un peu le foot féminin. Même si on le veut pas, on est obligé. Bonne transition. Départ de Reynald Pedros et arrivée de Jean-Luc Vasseur. Jean-Luc Vasseur, Nico. Nico, tu le connais bien, Jean-Luc Vasseur. Ouais, mais tout à fait. Voilà. Donc, je pense qu'il a eu des bons résultats par le passé et j'espère qu'il aura des bons résultats avec l'OL. Non, mais surtout, ce que c'est intéressant d'avoir un entraîneur, qui a coaché en Ligue 1. Ou pas spécialement. Parce que c'est un peu ça, finalement, ce qu'on nous a vendu. En nous disant, effectivement, il fallait franchir un cap. Et que là, Jean-Luc Vasseur avait de l'expérience avec les garçons au plus haut niveau. Avait connu aussi des clubs un peu plus, entre guillemets, on va dire comme Châteauroux, etc. Moins prestigieux. Je cherchais mon mot pour pas vexer Châteauroux et Michel Denisot, qui est très actif sur Twitter. Oui. C'est pour ça qu'il est très actif sur Twitter, on ne sait jamais. Voilà, est-ce que c'est ce qu'on nous a vendu un petit peu par rapport à Jean-Luc Vasseur, son palmarès, entre guillemets, son CV? Est-ce que tu penses que ça peut changer la donne lorsqu'on voit des joueuses qui sont performantes? On a l'impression qu'en fait, même un Nico Puybois, quelque part, il peut être entraîneur de OL féminin. On a le pressentiment, en tout cas. Alors aujourd'hui, on a ce sentiment comme à l'époque. Je suis désolé. Hein. Non, mais comme à l'époque avec les garçons de l'OL, quand on disait que. Avec Alain Perrin ou même avec Gérard Rouillet ou d'autres, qu'on pouvait mettre, ou même Paul Le Guen, qu'on pouvait mettre n'importe quel entraîneur en poste, on aurait été champion parce qu'il y avait les joueurs, il y avait l'état d'esprit, il y avait tout. Je pense qu'avec les filles, c'est un peu la même chose, à part qu'il y a une vraie gestion des égos à gérer. Et je pense que c'est ce qui a coûté la place de Reynald Pedros, même s'il s'en défend. Je pense que c'est les filles qui l'ont foutu dehors parce que ça passait plus entre elle et lui et que c'est elle qui décidait. Donc voilà, il faut vraiment gérer ces stars parce que c'est des stars. Elles sont multiples championnes d'Europe et ainsi de suite. J'espère pour elles qu'elles seront championnes du monde. Si elles deviennent championnes du monde, ça va être difficile pour Jean-Luc Vasseur. Mais est-ce que le CV est intéressant ou pas du tout pour toi? Voilà, comme je t'ai dit, on nous a vendu ça. Est-ce que tu penses que c'est pertinent en disant on fait venir Jean-Luc Vasseur parce que... En tout cas, c'était préparé, c'était argumenté, c'était préparé, c'est de la communication, on les connaît. En tout cas, il a un peu plus d'expérience et de crédibilité que Reynald Pedros quand il a pris le poste. Voilà, donc aujourd'hui, il a su gérer des vestiaires, il a su gérer des groupes de garçons au plus haut niveau, Ligue 1, Ligue 2. Il n'y a pas de raison qu'il ne puisse pas gérer le vestiaire de l'OL féminin. Raled, Jean-Luc Vasseur, bon pilote de Formule 1. Oui, non? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as été surpris lorsque tu as vu son nom? Non, pas du tout. Après, non, ça peut être un bon choix et pourquoi pas les faire progresser entre guillemets individuellement et collectivement. Maintenant, franchir un cap, à part gagner des finales 6-0 ou 14-0, franchir un cap quand on gagne déjà tout, je vois pas trop ce qu'on peut faire. Au niveau du jeu? Ouais, voilà, c'est ça, progresser individuellement, collectivement et continuer cette dynastie. Mais après, faut voir. Je pense que ça peut être un bon mariage. Enfin, c'est un entraîneur en tout cas que j'apprécie assez, donc pourquoi pas. Après, on n'entraîne pas en Ligue 1 comme on entraîne les féminines. Faut voir s'il y arrive, faut voir s'il arrive à. Non, mais c'est vrai. Au final, c'est pas la même chose. C'est pas voilà. Donc, faut voir s'il y arrive. Mais voilà, ça peut être intéressant en tout cas. Voilà, messieurs, c'est la fin. Merci à tous.
fin de la saison. C'est la fin de la saison. Donc merci vraiment, merci Raled d'avoir de accepté rien. notre invitation. Merci Avec beaucoup. plaisir. Bonne chance, bon courage pour ton agence. Merci. Je te souhaite de nombreux joueurs. Merci beaucoup. J'accompagne de nombreux joueurs. C'est gentil. Par contre, pas de langue de bois. Hein. Essaye Non. d'être ouvert. Voilà, on est. Hein. Promis. Qu'on puisse avoir certains joueurs ici aussi d'ailleurs. Pourquoi Bah, pas ce sera avec plaisir. ouais. de pouvoir discuter, Bien échanger sûr. avec certains joueurs. Merci Nico Merci Razik. pour ton merci à expertise, ta patience et ta bienveillance. tous. C'est gentil. Merci à tous de nous avoir suivis et bien évidemment on se retrouve très 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 vite pour un nouveau numéro des Tankiers à Dégone.